Chers amis africains, démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée dominicale. Nous sommes bien au 16 septembre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Comme on avait promis, il était question de faire une petite démonstration. L'occupation du sud du Congo par une bande bien organisée de criminels. Une partie de ces criminels ont pris le sommet du Congo, ont pris les commandes du Congo. Une partie de cette bande de criminels sont renfermés dans des multinationales, donc ces multinationales qui exploitent le pétrole, le gaz au Congo-Brazzaville, et aussi cette même multinationale, on peut dire les multinationales, ont des ramifications dans d'autres pays. Le pays que nous parlons ici, c'est l'Angola. Et ces multinationales exploitent aussi le pétrole et le gaz au niveau de l'Angola. Bien sûr, le pacte que nous allons parler ici, c'est le pacte qui lie Denis Sassou Nguesso, le pacte qui lie l'Angola et le pacte qui lie la compagnie Eni et la compagnie Total avec Denis Sassou Nguesso et l'État angolais. Donc quand on veut parler de l'État angolais ici, nous allons parler de ceux qui sont aux commandes de ce pays. En commençant par Eduardo dos Santos et avec son successeur qui est M. Lourenço. Chers amis démocrates africains, le pacte que Sassou a signé avec l'Angola, avec les multinationales, donc ici nous voulons parler de l'italien Eni et du français Total, c'est de mettre le sud du Congo en étau, c'est de mettre le sud du Congo en répression. Quand nous parlons ici du sud du Congo, éventuellement, nous ne parlons pas seulement du Congo-Brazzaville, mais aussi il faut voir l'enclave du Cabinda. En réalité, le véritable enjeu se retrouve sur l'enclave du Cabinda. On va vous démontrer, chers amis, par quelques lignes. Pour ceux qui ne savent pas, Sassou est revenu au pouvoir en 1997 par un coup d'État. Les troupes de Sassou, si nous appelons ici, oui, mon très cher Alexandre Sanga, oui, je vous suis. Merci de se donner le temps de se connecter et de suivre ce direct. Et nous voulons aussi dire merci à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter pour pouvoir suivre ce direct. Nous avons dit que nous sommes dans le système du baie vitré, où tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Et il faut se lever à l'étape de l'esprit qui ne voit plus le bien matériel, l'étape de l'esprit qui voit la cause des populations, l'étape de l'esprit qui pense à des vies, à sauvegarder des vies. Et donc il faut dire la vérité au peuple, il faut rappeler les choses par les mots, il faut citer les noms, nous allons les citer aujourd'hui. Sassou Denis, en complicité de tous ces Congolais, se sont décidés de revenir au pouvoir en venant détruire la jeune démocratie de notre pays, le Congo-Brazzaville, démocratie qui est née de la conférence nationale souveraine de 1991. En 1997, nous savons que les Cobras de Sassou ne pouvaient pas gagner la guerre, c'est quasiment impossible, ne pourront pas gagner, ne pouvaient pas récupérer le pouvoir par les armes, parce qu'ils étaient incompétents, ils n'avaient pas les moyens, mais il fallait que Sassou fasse appel à la France et que la France, sous Jacques Chirac, se décide de pouvoir aider Sassou de ramener Sassou au pouvoir. La France a utilisé qui? La France a utilisé donc l'Angola. Mais quel est le deal? Puisque l'Angola ne pouvait pas se ramener dans ce deal pour pouvoir simplement déployer ses troupes pour venir aider Sassou. L'Angola a donc demandé en contrepartie que Sassou leur garantit l'enclave du Cabinda. Mais comment Sassou devait leur garantir l'enclave du Cabinda? Éventuellement, nous savons tous que les FLEC, donc ce que nous appelons le Front de libération de l'État du Cabinda, trouvaient la plupart du temps le ravitaillement en nourriture, le ravitaillement en armement par le Congo-Brazzaville, donc par Dolisie, mes chers amis. Mais nous savons aussi que les FLEC, les fonds de libération de l'État du Cabinda, étaient aussi alimentés en armement, supportés par la France. Ouais, chers amis. Et donc, l'Angola demande donc simplement à la France de pouvoir utiliser tout son veto au niveau du Cabinda, c'est-à-dire que la France arrête de supporter le Cabinda, arrête de supporter les FLEC, donc ces résistants cabinets qui résistent pour leur indépendance,
et éventuellement donner le contrôle total du Cabinda à l'Angola. Et donc, l'Angola pose donc ces conditions. Pour nous, pour aller aider Sassou, il faut que vous arrêtez de supporter les FLEC, vous arrêtez d'alimenter les FLEC en armement, en support financier, ainsi de suite. Et Sassou, de l'autre côté, on nous dit il faut couper donc les ravitaillements, les vivres pour les cabinets. Et ce n'est que par ces conditions que nous, en tant qu'armée angolaise, nous allons donc venir vous aider à conquérir le pouvoir par les biais des armes. C'est le pacte qu'il y a eu et qui s'est fait signer entre Sassou, la compagnie Total, et puis la compagnie Eni était arrivée pour appuyer, pour pouvoir donc sacrifier le peuple du Sud. Et donc, dans ce pacte, l'armée angolaise on a donné donc la responsabilité de l'armée angolaise de protéger le pouvoir de Sassou Nguesso. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a plus de 40 000 troupes angolaises, bien armées jusqu'aux dents, avec des équipements lourds de combat qui sont basés au niveau de l'enclave du Cabinda. Alors, qu'est-ce que la France a eu du côté de l'Angola? Éventuellement, le champ pétrolier qu'on appelle Soyo, qui est l'un des plus grands champs pétroliers, a été simplement donné à la France comme gain, comme intérêt. Et donc, la France a reçu le champ de Soyo. La France donc décide simplement de pouvoir sacrifier le peuple du Cabinda, et Denis Sassou Nguesso donc accepte, parce qu'il est contenu dans le pouvoir, il décide donc de pouvoir sacrifier le peuple cabinais, et en contrepartie, Sassou reçoit donc la protection complète du sud du Congo. Donc vous voyez que, chers amis, à l'heure où nous sommes en train de parler, vous avez certainement vu plusieurs fois, il y a des excursions des Angolais au niveau de Kimongo à Dolisie, mais qui sont réellement à Kimongo? Mais ce sont les cobras de Sassou. Donc vous voyez que tout ce monde rentre au niveau de Kimongo, on peut dire, dans les termes militaires, on peut parler des éclaireurs. Hein. Ils rentrent simplement pour venir se rassurer que les FLEC ne continuent pas de recevoir les ravitaillements en armes ou en nourriture en revenant du Congo-Brazzaville. Chers amis, ce qui est curieux, hein, nous allons vous présenter, hein, nous allons repartir rapidement, parce que ça c'est un direct, nous sommes décidés de 45 minutes, nous allons rapidement repartir dans l'histoire. Permettez-nous, chers amis, de vous présenter cette carte. Chers amis, comme vous le voyez, ça c'est simplement une carte du monde, vous voyez, chers amis. Mais quand vous essayez de regarder, l'Angola est à ce niveau, vous voyez, tout ça c'est l'Angola. Et là, nous avions la République démocratique du Congo, vous avez le Congo-Brazzaville, et éventuellement le Gabon qui est là. Mais si nous essayons de regarder, l'enclave du Cabinda est bien là. Bon, je vais simplement faire une petite démonstration. Je vais essayer, je ne sais pas si je vais arriver à zoomer. Voilà, donc je vais encore essayer de zoomer pour simplement présenter, donner une bonne vue à tous ceux qui nous regardent. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien pris, je suis bien là, voilà, voilà, donc je vais simplement zoomer juste à ce niveau, un tout petit peu jusqu'à ce niveau, et je vais essayer de remonter, et je vais donc vous montrer quelque chose. Oh. Excusez-moi, voilà. Bon, si vous essayez de regarder sur cette carte, chers amis, vous voyez que il n'y a même pas des frontières qui lient l'Angola au Cabinda. Le Cabinda, il est là. Nous avons une frontière terrestre avec le Congo-Brazzaville par Pointe-Noire. Il y a aussi une autre frontière par la République démocratique du Congo. Donc, le Cabinda, en réalité, si nous essayons de regarder, le Cabinda est situé entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Bon, si vous essayez de regarder, le ravitaillement entre Luanda et le Cabinda, c'est quasiment par bateau, par avion. La province de Soyo est là, donc qui est très proche du Cabinda. Le pétrole, la plupart du pétrole qu'on retrouve en Angola, nous avons une partie du pétrole ici à Soyo, et les 80% du pétrole de l'Angola et du gaz de l'Angola sort du Cabinda. Donc vous voyez que le Cabinda est on peut dire, moi je considère le Cabinda comme un État. Dans ce direct, on peut dire que l'État du Cabinda,
détient une très grande richesse en gaz et pétrole. Donc, si nous essayons de regarder l'Angola qui est quasiment, je crois, la deuxième production de l'Afrique subsaharienne après le Nigeria, 80% de ce pétrole angolais sort du Cabinda. 80% du gaz sort du Cabinda. Mais quelles sont les grandes entreprises qui exploitent le gaz et le pétrole au niveau du Cabinda? Bon, nous savons qu'il y a l'entreprise américaine qu'on appelle Gulf Oil, qui exploite. Il y a Chevron qui est là. Mais ces entreprises-là n'occupent pas le monopole de l'exploitation et de la production. La plus grande partie de ces entreprises ne sont plus que devenues des entreprises qui figurent. Mais la plus grande partie de ces compagnies, les grands investisseurs de ces compagnies, c'est la compagnie Total et Eni. Nous venons de lire ici, dans l'une des publications, parce que, chers amis, il faut que nous parlions avec des preuves à l'appui. Dans l'une des publications que nous venons de lire, nous avons remarqué que la compagnie Total occupe, dans le bloc qu'on appelle le bloc 14 offshore, tout au large du Cabinda, occupe une très grande partie. Et puis nous parlons ici, on parle ici des intérêts de ce bloc de Total qui a augmenté quasiment de 30 à 40% dans ce bloc-là. Donc, vous comprenez que la plus grande partie de l'exploitation de ce pétrole est assurée par la compagnie Total et la compagnie Eni aujourd'hui qui occupe 40%. Donc on peut dire que Total occupe la plus grande share du pétrole angolais. Et par contre, chers amis, sur le pétrole angolais, 80% de ce pétrole ressort du Cabinda ou encore du golfe du Cabinda. Vous comprenez les enjeux qui ont fait qu'aujourd'hui l'Angola puisse signer ce pacte. L'Angola veut contrôler complètement l'enclave du Cabinda. Nous savons qu'après l'assassinat de Joseph Savimbi, l'Angola voulait forcément tout contrôler, mettre les peuples cabinés en difficulté. Mes chers amis, nous allons rapidement nous ramener dans l'histoire. Le Cabinda, d'une manière générale, et l'Angola avaient été considérés lors, on peut dire, du pacte de Berlin, on peut le dire comme ça, comme étant des territoires portugais, au même titre, gérés par deux différentes administrations, mais qui appartenaient, bien sûr, au Portugal. Mais si vous essayez de regarder, bon, qu'est-ce qui nous le fait témoigner? Nous avons eu le traité de Chicambo, de Chicamba, de Sifuma et de Simulambuku, le traité de Simulambuku. Allez-y faire des recherches, il y a eu ce genre de traité. Dans la carte des nations de 1917, la carte de l'Union de l'OIA, Organisation de l'Unité africaine de 1965, dans la Constitution portugaise de 1921 et aussi la Constitution portugaise de 1933, le Cabinda avait été considéré comme un territoire à part entière. L'Angola aussi comme un territoire à part entière. Donc, on pouvait considérer que le Cabinda est un État. Dans ces traités que je venais de citer, que vous pouvez aller regarder, tout un chacun de vous peut aller faire ses recherches parce que je l'ai fait. Le Cabinda a été considéré comme un État à part entière, mais appartenant un territoire appartenant au Portugal. L'Angola aussi, comme déjà aussi les autres provinces que nous avons citées, Sao Tomé et Principe, l'archipel du Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, tout ça ont été considérés comme les territoires à part entière appartenant au Portugal. Mais si vous essayez de voir dans tous ces territoires, l'Angola, qui faisait partie d'un territoire à part entière, a retrouvé son indépendance. Le Sao Tomé et Principe a retrouvé son indépendance. Le Cap-Vert a retrouvé son indépendance. La Guinée-Bissau, le Mozambique, tous ces États ont retrouvé leur indépendance. Par contre, le Cabinda a été simplement placé sous la direction de l'Angola. Alors que, si nous essayons de regarder la carte des nations de 1917,
la carte de l'organisation de l'unité africaine de 1965, la constitution portugaise de 1921 et de 1933, tous démontrent la singularité identique, la singularité d'identité du Kabila, comme un État totalement séparé. Alors là, il y a un problème, chers amis. Il y a véritablement un problème. Pourquoi tous ces États qui étaient sous le Portugal, sous la responsabilité du roi du Portugal, tous les traités démontrent que le Kabila était un territoire à part entière, même l'acte de Berlin, les accords de Berlin de 1885 démontraient, lorsqu'on parlait de la séparation de l'Afrique, démontraient que le Kabila était un territoire à part entière. Pourquoi donc, en 1975, quand tous ces États, la plupart des États ont reçu les indépendances, pourquoi donc on a demandé simplement à raccrocher le Kabila à l'Angola? Quand même bizarre, alors que le Kabila occupait une grande partie. Mais en réalité, chers amis, la création des mafieux ont commencé par exploiter le pétrole au Kabila, l'exploration du pétrole au Kabila en 1954. À partir de la découverte du pétrole du Kabila, alors, les groupes mafieux qui gèrent ces États, donc des Portugais mafieux, des Angolais mafieux, et un certain nombre des dirigeants des grandes compagnies, ont simplement demandé de mettre le Kabila sous tutelle. En mettant le Kabila sous tutelle, on peut dire que le Kabila a été placé sous la gouvernance de l'Angola. Chers amis, maintenant nous allons essayer de revenir vers les années 92. Les cabinets ont refusé de voter simplement pour le compte de l'Angola. L'Angola demande donc à envahir le Kabila. Ils ont donc bombardé le Kabila, ils ont passé au massacre des populations, à des tortures, ils ont commis des violations graves de droits de l'homme. Donc une véritable répression au niveau du Kabila. C'est là où vous avez vu que le front de résistance pour le Kabila ne pouvait pas se laisser faire. Nombreux parmi eux ont pris la forêt pour continuer la résistance, parce qu'il faut lutter pour leur séparation, lutter pour leur liberté. Ça fait partie des chartes des Nations Unies, des chartes de droits de l'homme. Des peuples sous répression doivent lutter pour leur libération. Mais si vous essayez de remarquer le Kabila, la souffrance du peuple kabylais, mais c'est la même souffrance que vivent aujourd'hui les peuples au niveau du Congo-Brazzaville. Tous ces peuples au niveau du sud du Congo-Brazzaville ont été mis sous la répression, sous occupation. Mais quelles sont les forces qui occupent aujourd'hui le sud du Congo? Au Kabila, vous avez les Angolais qui continuent d'occuper le Kabila, à considérer le Kabila comme la 18e province de l'Angola. Vous voyez, chers amis. Alors qu'au départ, toutes les chartes des Nations Unies démontrent que le Kabila est un État à part entière, qui devait déjà retrouver son indépendance, mais tout ça a été géré par le système mafia qui gère la communauté internationale, qui gère la diplomatie, éventuellement pour des raisons d'intérêt. Et ici, là, éventuellement, nous voulons parler de l'or et du pétrole kabylais. Alors, par rapport à ce pacte, les forces de libération de l'État du Kabila, ce que nous appelons FLEC, ont simplement décidé de résister jusqu'à leur mort. Alors, comment vont-ils continuer à résister si on les a asphyxiés du côté de Brazzaville? La France, qui était celui qui leur donnait de la nourriture, qui leur donnait des approvisionnements en armement pour continuer à résister, ne peut plus rester de leur côté parce que la France en a donné tout le pétrole de Soyo et une grande partie du pétrole exploité dans le large, dans le golfe de Kabila, à la France. Vous voyez? Donc la France, dans ce cas, qu'est-ce que la France a fait? Il faut donc trouver un partenaire qu'ils peuvent manipuler au niveau du Congo-Brazzaville, qui va donc continuer à assurer ce travail. Et ce partenaire, c'est qui? C'est le chronique paresseux national, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas de cerveau, l'homme qui ne pense qu'au pouvoir. C'est Sassou Denis. Donc, nous savons que les Congolais, après la conférence nationale, se sont décidés simplement de balayer Sassou qui ne pouvait jamais revenir au pouvoir au Congo par la voie des urnes. L'unique façon de l'amener Sassou, c'était par la guerre. Et donc il fallait voir un pays qui avait une armée bien préparée pour pouvoir accompagner Sassou dans ce projet. Le deal est fait.
le cabinet est mis sous tutelle, sous la répression. Nous nous sommes vus avec des dignitaires cabinets qui se sont déplacés du cabinet vers le Congo-Brazzaville. Nombreux se sont réfugiés à l'extérieur du pays. Des dignitaires qui se sont réfugiés au niveau du Congo-Brazzaville, ils sont en train de se faire massacrer un par des stratégies mises en place par Denis Sassou Nguesso, par l'Angola et par éventuellement des compagnies pétrolières. Parce qu'il faut coûte que coûte étouffer la résistance. Il faut coûte que coûte étouffer toutes ces voix qui se lèvent pour déclarer l'indépendance. Vous voyez, chers amis. Alors, des assassinats massifs se font au niveau de Pointe-Noire par le biais du consulat de l'Angola qui se retrouve non loin de l'hôpital Assisi à Pointe-Noire. Une véritable stratégie de marche qu'ils ont mis pour étouffer les résistants au niveau du Cabinda. Ceux-là qui se sont réfugiés réfugiés au sens de la Convention, donc reconnus par les Nations Unies, mais que simplement Sassou s'est mis ensemble avec l'Angola pour mater, assassiner ces gens-là. Rapidement, chers amis, qu'est-ce que nous fait croire que ce que nous sommes en train de dire est une vérité? Nous allons donc vous faire jouer rapidement un message audio que nous avons tiré de la voix de l'Amérique. Vous voyez, chers amis, les archives sont là, tout un chacun de vous peut aller écouter. Vous allez donc écouter M. Patrick Tshisekedi, qui est, je crois, le secrétaire général de Front de libération de l'État du Cabinda. Et nous allons donc tous écouter ce que M. Tshisekedi est en train de nous dire ici, chers amis démocrates africains, pour testifier de la clarté de nos informations et aussi de l'authenticité de notre discours de cet après-midi. Voilà, donc, rapidement, chers amis, ce que je vais faire, je vais simplement tourner la caméra pour que vous puissiez donc regarder où est-ce que j'ai pris ces sources. Parce que, chers amis, nous ici, nous parlons avec vérité. Nous sommes allés le chercher au niveau de la Voix de l'Amérique. Tout un chacun de vous peut aller regarder, écouter et chercher ça. Et donc écouter ce témoignage de M. Tshisekedi, qui est le secrétaire général, je crois, de Front de libération de l'État du Cabinda, mais qui se retrouve à l'extérieur du pays. Jean-Baptiste Ngimbi a été retrouvé le 17 septembre 2016 par l'armée congolaise au bord de la rivière Chilwango. Donc il y avait quelques jours, on avait déploré son enlèvement par un commando à Pointe-Noire, où il vivait. Il laisse des enfants sans père. Il laisse une femme sans mari. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi cela lui est arrivé? On ne connaît pas les circonstances, mais ce n'est pas la première fois. Depuis 2011, on déplore ce genre d'enlèvement par des commandos non identifiés jusque-là. Il y a des supputations parmi le cabinet, accusant les forces armées angolaises. Je peux citer nos martyrs comme Gabriel Nemba Pierre Lampo, Mauricio Lubota Sabata, Joao Alberto Ngobes, No Dia, David Zaou, Sébastien Mazunga, et Jean-Baptiste. Quel est le litige qui vous oppose au gouvernement angolais? Conflit qui est parti depuis l'annexion forcée du territoire cabinet à partir de 1975. Donc nous, cabinet, déplorons à ce jour la manière dont cette annexion a eu lieu, par la force. Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Nos revendications sont simples. Nous, on aspire à la vie, à la démocratie, à la liberté. C'est pour cette raison que nous, cabinet, nous appelons le gouvernement de Luanda de se conformer à la résolution de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Bon, voilà. Vous pouvez aller chercher pour, au niveau de la Voix de l'Amérique, taper le Cabinda, vous verrez certainement l'intégralité de ce message audio. Vous pouvez donc l'écouter. Donc, vous venez là de voir une déclaration formelle du secrétaire général de Front de libération de l'État du Cabinda qui explique les assassinats ciblés, bien organisés par, on peut dire, les autorités de Brazzaville, hein, parce qu'il faut le dire que c'est par rapport à ce pacte qu'ils ont signé, il faut forcément éliminer tous ceux-là qui essaient de hausser leur voix pour parler de la libération de l'indépendance du Cabinda au niveau de Pointe-Noire. Alors, tous ces gens qu'on massacre à Pointe-Noire, bien sûr, c'est avec la coordination, on peut dire, du régime Sassou. Parce qu'il faut le dire que Sassou fait partie du pacte qui garantit son pouvoir et donc qui sacrifie le peuple cabinet. Éventuellement, les multinationales, ce sont eux et ce sont elles qui sont les véritables bénéficiaires de ce pétrole à cause de ce pétrole et de toutes ces richesses. Mais les autorités congolaises, elles sont nombreuses. Les sages au niveau du département de Kwilu, ils le savent.
Beauty Viodio, qui était le maire de Pointe-Noire, est bien au courant de ces assassinats. Mais il ne disait rien. Honoré Mpaka, qui est un fervent du Parti congolais du travail, l'homme qui court toujours d'après Sassou, est bien au courant de tout cela. Les Vincent Gomez, ils sont bien au courant de cette situation. Mais personne ne dit rien. L'affaire est étouffée au niveau international. Personne n'en parle au niveau international. Mais tous les jours, ceux-là qui ont eu la malchance de s'arrêter au niveau de Congo-Brazzaville sont en train de se faire exécuter. Oui, chers amis. Mais, chers amis, ce qui est très grave, c'est que parmi ceux-là qui assistent, qui accompagnent Sassou dans le plan de la destruction de ces dignitaires du Cabinda, il y a plusieurs personnes, comme Vincent Gomez. Oui, chers amis. Mais, chers amis, vous savez pourquoi M. Mbouyou Georges était mort? M. Mbouyou Georges, qui fut le propriétaire de Atlantis Palace à Pointe-Noire, pour ceux qui connaissent, M. Mbouyou Georges a été empoisonné. Pourquoi M. Mbouyou Georges a été empoisonné? Parce que M. Mbouyou Georges travaillait avec les FLEC, le Front de Libération de l'État de Cabinda. M. Mbouyou Georges, c'est lui qui avait cette possibilité de sortir de l'or revenant des FLEC, parce qu'il faut résister, il faut lutter. Oui, chers amis. Mais le système Sassou a su que Mbouyou Georges, c'est lui qui était l'homme qui sortait l'or des FLEC, celui qui donc mettait l'or des FLEC sur le marché. Et donc le système Sassou et le système angolais ont donc décidé simplement d'empoisonner Mbouyou Georges. Oui, chers amis. Mais qui a empoisonné Mbouyou Georges? Mais certainement, Vincent Gomez peut vous donner la réponse. Parce que Vincent Gomez, quand il a commencé ses activités, quand il vivait là au Grand Marché, il travaillait pour Mbouyou Georges. Vincent Gomez était la personne qui partait vendre cet or à l'extérieur du pays. C'est lui qui était le vendeur de l'or cabinet, revenant des FLEC. Bien sûr, pour le compte de Mbouyou Georges. Oui, chers amis, c'est cela la réalité, la vérité, et que nous sommes en train de vous dire. Donc, si les Vincent Gomez aujourd'hui sont devenus des multimilliardaires, c'est parce qu'il a travaillé pour Mbouyou Georges, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjoué Mbouyou Georges, donc éventuellement entraîné Mbouyou Georges à un assassinat, simplement par un empoisonnement, afin qu'il puisse continuer à étouffer l'affaire du Cabinda. Après que Mbouyou Georges puisse être assassiné, Vincent Gomez travaille maintenant pour Sassou, donc asphyxier les FLEC d'une manière générale en évitant que l'or du Cabinda continue de ressortir sur le marché pour continuer à faire fonctionner cette organisation, donc à entraîner la libération du Cabinda qui était un peuple, qu'il faut le dire, qui doit se libérer. Maintenant, chers amis, les Honoré Mpaka et tout ce monde, ils sont complices. Les Beauty Viodo, ils sont complices. Mais le Cabinda, chers amis, fait partie du royaume Luango. Oui, chers amis, le Cabinda ne fait pas partie du royaume où l'Angola appartenait. Le Cabinda fait partie du royaume Luango, donc fait partie de nous, fait partie du Congo-Brazzaville. Mais le plan de l'impérialisme par les multinationales, Total et Eni, et éventuellement Sassou Nguesso, c'est quoi? Il faut étouffer tous ces peuples-là qui font partie de ce royaume Congo, royaume Luango, et puis mettre leurs minerais à la merci de ces multinationales. Donc, il faut mettre des forces de répression qui permettront de contrôler les populations, mater les populations, détruire les populations si possible. Et c'est ce qui se fait. Et la responsabilité a été donnée à Sassou Nguesso pour faire ce boulot-là. Voilà pourquoi, chers amis, nous sommes en train de le dire, la libération du Cabinda sera aussi la libération du sud du Congo. Il faut que nous, en tant qu'un peuple organisé, que nous soyons des gens capables de s'unir. Parce qu'il faut le dire que le combat du peuple cabinais, c'est aussi le combat des Congolais. Parce qu'il y a eu une collaboration qui nous lie direct par nos amis qui vivent au Cabinda avec nous. Qu'il s'agit de ceux-là qui vivent à Luango, qu'il s'agit de ceux-là qui vivent à Pointe-Noire, qu'il s'agit de ceux-là qui vivent vers Dolisie. Ce sont des peuples qui se cohabitent. Mais c'est des peuples qui sont aujourd'hui matés par la répression, bien sûr menés par Sassou, mais dirigés par les multinationales qui sont là pour sucer notre pétrole à nous empêcher d'épargner. Parce que si vous essayez de regarder, aujourd'hui, la ville de Pointe-Noire est complètement occupée. Hein. Les 40 000 troupes que les Angolais ont déposées au Cabinda, ce sont les 40 000 troupes qui sont en train de participer à l'intervention rapide. Pour ceux qui ne savent pas, on va vous citer par exemple quelques exemples des compagnies, des Portugais qui sont plantés au niveau de Pointe-Noire.
mais qui travaillent pour le régime Sassou, des Portugais qui ont travaillé, qui ont préparé même le plan de l'invasion de Pointe-Noire par les Angolais en 1997. Nous allons, par exemple, vous citer la compagnie Infika Cabina. Vous connaissez certainement ce monsieur qui gère, je n'ai pas encore envie de dire le nom, mais c'est un Francis, je n'ai pas envie de dire son nom de famille pour le moment. Ce monsieur Francis, celui qui a construit le pont non loin de la base Agip et le quartier Mvumvu, et aussi ce même monsieur Francis qu'on a donné les marchés de la municipalisation accélérée de la ville de Wando et plusieurs marchés. Ce sont eux-là qui ont été des éclaireurs, ceux-là qui ont préparé le plan de l'invasion par l'Angola au niveau de Pointe-Noire. Et ça a été préparé où? Au Cabinda, parce que toutes les forces angolaises qui sont rentrées à Pointe-Noire sont parties du Cabinda, avec tout le matériel militaire, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Et il y en a plusieurs, comme ça, là, portugais, qui sont à Pointe-Noire, qui continuent à travailler avec Sassou pour pouvoir neutraliser, que ce soit les Cabinais ou les Congolais, qui sont en train de chercher la libération. Donc, vous voyez que, chers amis, la libération du Cabinda, si le Cabinda avait été considéré comme un État, vous voyez que l'Angola n'allait pas avoir la même mise, et que Sassou n'allait pas avoir la même mise, et que Total n'allait pas avoir la même mise sur le peuple de Pointe-Noire, parce que forcément, avec des relations des familles qui lient le pays Cabinda et les populations au niveau de Quilo, ou les populations au niveau de Niari, des familles qui se retrouvent de part et d'autre, vous voyez qu'il devait y avoir une complicité qui devait donc permettre au Cabinda d'assister à nos frères qui sont à Pointe-Noire ou dans le Quilo pour pouvoir chasser toutes ces forces du mal qui sont là en train d'apporter le malheur, le deuil dans les familles du Congo. Alors, chers amis, vous voyez que dans notre lutte de la libération du Congo, nous devons mettre l'affaire de l'enclave du Cabinda sur la table. Et nous devons travailler main à la main avec des cabinets pour tous. Nous puissions chercher la liberté. Parce que la Charte des Nations Unies ou des droits de l'homme, nous sommes des peuples et nous devons chercher notre liberté. Si nous sommes des peuples, nous sommes sous l'occupation, le cabinet est sous l'occupation de l'Angola. Nous sommes aussi sous l'occupation de l'Angola parce que l'Angola demeure le gendarme qui protège le pouvoir de Sassou, donc le gendarme qui est prêt à venir mater les Congolais à n'importe quel moment. Nous avons vu déjà le massacre que ces gendarmes de Sassou ont fait dans tout le sud du Congo en 1997 et jusqu'à aujourd'hui, ils ont implanté des stratégies dans tous les départements du Congo avec minimum 10 000 troupes dissimulées dans les populations qui continuent à faire ce travail. Alors, pour que le Congo se libère, la libération du Congo partira en essayant de libérer les taux qui serrent les populations au niveau du sud du Congo et une façon que nous allons avancer sur ce projet. Tant que cela ne se fera pas, ça va être difficile pour nous. Les multinationales vont continuer à taper sur nous et ainsi de suite, nous allons continuer à rester sous la souffrance. Rapidement, nous allons rentrer sur ce sujet de tentative sur le plan déjoué par la justice française du général Mbao. Bon, nombreux parmi vous ont certainement écouté cette vidéo ce matin, mais ce message audio, avant que nous rentrions là-dessus, nous allons rapidement faire jouer ce message audio que nous venons de recevoir de la Radio France Internationale. 93.2 FM. Le Congo-Brazzaville, cette affaire rocambolesque en France. Ferdinand Mbaou, un ancien général congolais et opposant au régime de Denis Sassou Nguesso, exilé ici en France, aurait échappé à un complot visant à l'assassiner, affirme le quotidien français Le Monde. 2 ressortissants français présentés comme d'ex-agents de la DGSE, donc les services de renseignement français, ont été inculpés par la justice française. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et de détention d'explosifs et placés sous contrôle judiciaire. Un troisième comparse a lui été placé sous le statut de témoin assisté. On a pu joindre Ferdinand Mbaou, la cible présumée de ce projet d'exécution. Je ne suis pas du tout surpris. Madame, souvenez-vous qu'il y a 3 ans à peu près, en 2015, j'ai été victime et j'ai échappé à une tentative d'assassinat. L'enquête suit son cours. Je suis un résistant au pouvoir putschiste de Brazzaville et je pense qu'il me prend pour l'adversaire numéro 1, j'en suis conscient. Donc je ne suis pas surpris. Et d'apprendre là, moi aussi j'ai appris comme vous, justement,
d'apprendre ce que j'apprends, en principe, ne me surprend pas. Mais quand même que des anciens agents de la DGSE, donc des services français, soient impliqués, soient arrêtés, inculpés pour ça. Madame, ce que je sais, l'homme fort, comme on l'appelle à Brazzaville, utilise des nationaux, des étrangers pour nous pourchasser. Et donc, c'est pas la première fois qu'il l'aura fait. Nous sommes plutôt heureux que les services de sécurité français aient mis la main sur ces gens-là. Nous avons toujours souvent alerté les autorités françaises pour qu'ils sachent qu'ils ont désormais une preuve. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose pour nous. Nous rendons hommage dans nos services de sécurité français. L'opposant est... Bon, voilà. Donc, nous venons là d'écouter l'interview du général Mbaou sur la Radio France Internationale. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre les Congolais, vous venez là d'écouter de vive voix, tentative, un plan déjoué qui devait donc entraîner à l'assassinat du général Mbaou. Mais nous savons déjà en 2015, le général Mbaou s'est échappé à une tentative d'assassinat où on l'avait tiré dessus, grâce à Dieu qu'il est sorti de là, vivant. Démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes au XXIe siècle, nous pensons que si vous aviez des contradictions ou des ennemis, les contradictions doivent s'arrêter sur un terrain politique. Et la meilleure façon de pouvoir se rapprocher avec ses ennemis, c'est de poser le débat sur table, c'est-à-dire rencontrer vos ennemis, discuter avec vos ennemis et démontrer à vos ennemis que vos ennemis sont dans une mauvaise direction par rapport à vos idéologies politiques. Et c'est comme ça que nous essayons de regarder. Les autres pays en Afrique sont en train d'évoluer. Au Bénin, on ne parle pas de tentative d'assassinat des opposants. Au Sénégal, on n'en parle pas. Au Ghana, on n'en parle pas. Mais au Congo-Brazzaville, on continue de parler des assassinats des gens, de tous ceux-là qui s'opposent au régime de Sassou. Chers amis, nous ne sommes plus au temps de l'Antiquité où les opposants politiques, on devait simplement éliminer ceux-là qui ont des idéologies contraires à ce que vous avez. Mais nous sommes au XXIe siècle où nous sommes sur un terrain des idées où tout un chacun de nous peut venir poser son problème sur la table et le débat peut être lancé. Les gens peuvent venir critiquer ou apporter des arguments sans pourtant qu'on puisse tuer des gens. En France, il y a des opposants. En Amérique, il y a des opposants. Nous voyons toutes ces critiques autour du président Trump. Nous voyons toutes ces critiques, même ici au Canada, autour de notre Premier ministre. Nous ne voyons pas que des gens prennent des décisions pour aller chercher à assassiner les autres. Le corps humain est sacré, la vie elle est sacrée. Sassou se croit roi. Il a le monopole d'assassiner comme il veut. Il massacre le peuple comme il veut. Il massacre les jeunes Congolais comme il veut. Il affame le peuple comme il veut. Les richesses de ce pays lui appartiennent à lui. Lui qui est le propriétaire de la terre. Donc la terre où nous vivons, la terre des humains, que nous sommes tous venus sur cette terre comme des étrangers, appartient au papa de Sassou, à la maman de Sassou Mouebara, qui était une ménagère, au papa de Sassou qui était certainement un pêcheur. Alors, quand nous entendons ce genre de témoignages, pour Sassou qui est toujours à la recherche, donc n'eût été la vigilance des autorités françaises, quand même que ces autorités françaises ont gelé les finances du général Mbaou, pensant que le général Mbaou devait aller faire le coup d'État contre leur préfet, qu'ils ont maintenu au pouvoir au Congo, malgré le génocide qu'ils sont en train de commettre à grande échelle, le pillage de l'économie, en plaçant le pays dans la banqueroute, dans l'armageddon économique, dans l'apocalypse économique. Ces forces de surveillance du territoire français ont quand même pu empêcher que les gens, les forces du mal envoyées par Sassou puissent assassiner le général Mbaou. Bon, nous disons quand même merci par rapport à ça. Mais il n'y a pas que le général Mbaou, parce qu'il faut le dire comme ça. Tous ceux qui se sont levés contre le régime deviennent des ennemis. La preuve en est que tous ces gens qui ont essayé de mettre leurs pieds au Congo, mais ils ont simplement mis leurs pieds dans la gueule du loup. L'exemple le plus frappant, c'est celui du colonel Mpika, qui aujourd'hui, parce que, il faut dire que la grâce le colonel Mpika a eu parce qu'il avait la citoyenneté américaine et que les Américains ont joué de leur pression pour qu'il sorte de là vivant. Prenons encore l'exemple de Modeste Boukadia qui a été emprisonné à 30 ans de travaux forcés. N'eût été la pression aussi, il faut le dire, que de tous ces Congolais. Il faut le dire aussi que par la grâce que Boukadia certainement a la deuxième citoyenneté, c'est qu'il a sorti de là.
Mais nous avons su par tout le monde que Boukadiel a dit par plusieurs fois qu'il a été torturé carrément. Alors, chers amis, moi j'appelle les Congolais à exécuter Sassou Nguesso. C'est ça, chers amis. Sassou n'a pas le monopole de pouvoir ôter la vie des autres, que sa vie ne puisse pas être mise en danger. Il faut que nous arrivions forcément à exécuter Sassou parce que nous pensons que cet homme n'a plus sa place sur cette terre. Hein? Qu'il aille créer une autre planète là où il va aller vivre, là où il va se mettre à assassiner des gens, là où il va se mettre à ignorer la loi, à ignorer les droits de l'homme, à ignorer les lois internationales. Nous sommes là dans la jungle où un homme a confisqué les richesses de ce pays, un homme qui ne respecte aucune loi, qui se croit au-dessus parce qu'il est supporté par la France. Nous appelons ici, chers amis, il faut le dire que nous le disons, hein, nous prenons toutes nos responsabilités de le dire en face des médias. Il faut exécuter Sassou. Sassou n'a plus sa place au Congo, Brazzaville. Sassou n'a plus sa place sur cette terre. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un homme passe toute sa vie à faire des calculs, à éliminer les opposants. Si nous essayons de regarder le monde que ça soit exécuté par des empoisonnements, par des assassinats, mais c'est inimaginable. Par le massacre de tout un département. C'est inimaginable. Pourquoi devons-nous laisser la liberté à cet homme-là? Alors, chers compatriotes congolais, peuple du monde entier, comprenez que Sassou demeure le joker de la France. Il sera toujours sous la protection de la France, comme nous venons de le dire, par le pacte maléfique qui le lie, en sacrifiant le peuple congolais, en sacrifiant le peuple congolais par le pouvoir et en garantissant le gaz et le pétrole aux Français. C'est à nous de faire le travail. Nous, Congolais, chers amis, démocrates africains, nous, Congolais, nous devons exécuter Sassou. Et j'en appelle les Congolais de le faire, sans hésitation. D'exécuter tous ceux-là qui travaillent avec Sassou, qui sont dans la ligne de mal, dans ce complot-là, qui sont toujours là à vouloir terminer la vie des autres. Ces gens-là, ils n'ont plus leur place sur cette terre. Qu'ils aillent chercher là où ils vont aller vivre. Parce que cette terre, elle est faite des gens qui sont capables de s'entretenir, des gens qui sont capables de pouvoir penser que mon voisin souffre, il faut que j'aille l'aider. Cette terre, elle n'est pas faite des gens qui sont là pour continuer toujours à comploter, qui pensent toujours que l'ennemi doit être assassiné. C'est incroyable, chers amis. Chers compatriotes, nous sommes personnellement, on vous le dit, chers amis, il n'y a pas 1000 solutions pour les problèmes du Congo. C'est l'équilibre de force militaire. Et cet équilibre de force militaire doit avoir un seul objectif. L'exécution complète de Sassou. Il faut le dire, chers amis. C'est ça la réalité. Quand vous écoutez ces genres de témoignages, mais si vous êtes dans un pays où vous n'êtes pas protégé, mais simplement, cet homme n'a pas de pitié. Cet homme a bâti ses stratégies simplement en éliminant les autres. Pourquoi lui, il doit toujours être en vie et que les autres, tous, ils sont sous terre? Ce peuple congolais-là, ce pays du Congo-là, il n'y a pas un autre Congolais qui est digne de pouvoir sauver le pays. Les Mbossi, chers amis, ça n'a rien à voir avec le tribalisme ici, dans ce direct. Mais moi, j'interpelle Mbossi. Il faut le dire ici, chers amis. Ce ne sont pas tous les Mbossi qui sont concernés dans cette affaire du Congo. Mais du fait que vous appartenez à l'ethnie Mbossi, même si vous n'êtes pas dans ce clan qui est en train de magouiller, de faire des stratégies en détruisant des vies, parce que quand on détruit des vies, quand on parle de la destruction de vies, nous ne parlons pas seulement des gens que vous êtes physiquement en train d'assassiner, mais quand vous volez l'argent du Congo, quand vous ne payez pas les salaires, vous ne payez pas les étudiants, ce sont des milliers de vies des Congolais que vous êtes en train de détruire. Qu'il s'agit de la vie physique ou encore du futur ou du futur de tous ces Congolais. Donc vous voyez que vous êtes en train de générer une haine terrible dans la tête des Congolais. Et on va vous le dire, hein, c'est que les cabinets nous ont dit. Hein, parce que quand nous avons préparé ce direct, nous sommes rentrés en contact avec plusieurs cabinets. Les cabinets sont très fâchés contre les Mbossi. Ils sont en train de le dire que ils risqueront de prendre leur vengeance, c'est-à-dire qu'ils connaissent, ils ont aussi des équipes qui travaillent au niveau de Pointe-Noire, ces équipes ont répertorié tous les Mbossi qui vivent à Pointe-Noire. Ça, c'est le message que nous sommes en train de passer.
ils ont des équipes qui travaillent, qui ont répertorié toutes les maisons des Mossi. Donc ils se disent que quand eux, ils auront leur temps de pouvoir faire leur vengeance, ils rentreront à Pointe-Noire, ils feront ce qu'ils seront capables de faire contre les Mossi. Vous voyez que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce genre de pensée. Donc, un grand message au peuple Mossi. Bernard Pongui n'a rien contre les Mossi. Mais ceux-là qui sont dans la lignée de l'ethnie Mossi, vous devez être conscient que votre ethnie est en train de détruire le Congo. D'une manière générale. Parce que c'est cette ethnie qui est la locomotive de la destruction complète du Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Donc forcément, vous êtes en train de générer de la haine, de la tension dans la tête des Congolais. Quand ces Congolais-là auront leur temps d'opportunité, mais c'est sûr que ces Congolais-là ne vous pardonneront pas. Nyangambwala est venu vous dire l'avenir des Mossi. L'avenir des Mossi. Ça veut seulement dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Alors nous demandons donc à ce peuple Mossi-là qui sont soucieux de leur avenir au Congo d'agir maintenant. N'attendez pas demain. Comment agir? Exécutez votre roi qui entraîne le malheur, qui entraîne la haine dans les cœurs de Congolais. Exécutez-le, détruisez-le. Si vous ne prenez pas la responsabilité de pouvoir exécuter sa chose, parce que qui ne pense qu'à exécuter les autres, alors vous allez voir que les autres peuples vont se révolter contre vous. Alors, prenez donc votre propre leadership de pouvoir que vous puissiez retrouver votre avenir dans ce pays-là. C'est-à-dire que vous puissiez vous réconcilier avec le peuple congolais. Pour vous réconcilier avec le peuple congolais, le peuple cabinet, même les peuples de la République démocratique du Congo, le peuple du Cameroun, le peuple du Gabon, le peuple de la République centrafricaine, tout ce monde qui sont victimes de l'ethnie Mossi gérée par Sassou. Nous parlons ici de la bande à Sassou, mais il faut le dire que les autres Mossi aussi sont en danger. C'est ça la réalité. Hein? Les autres Mossi aussi sont en danger. Donc il faut que vous-même, dans votre plan, dans votre clan, que vous éliminez votre cani, votre roi que vous êtes donné, pour que vous puissiez retrouver cette réconciliation-là avec le peuple congolais. Parce que, chers amis, la manière dont nous sommes en train de voir le Congo, il y aura une explosion terrible. Et on vous le dit, nous allons nous acheminer à l'extermination du peuple Mossi au niveau du Congo-Brazzaville. Et ça, il faut éviter. Pour qu'on évite à ça, il faut que le peuple Mossi prenne ses responsabilités d'éliminer l'homme qui est en train d'amener la haine, la séparation, la division dans le Congo. Donc, Sassou. Oui, chers amis. C'est comme ça que nous sommes en train de faire passer notre message. L'avenir de Mossi, que Nyangambwala est en train de dire, l'avenir de Mossi, nous demandons au Mossi de prendre la responsabilité. Nous savons que ce ne sont pas tous les Mossi qui travaillent avec Sassou, mais nous faisons face ici à l'ethnie Mossi, qui subira certainement le sort, la pression, et le poids et la force de frappe de tout un peuple. Voilà pourquoi nous demandons au peuple Mossi de vous ressaisir, et donc prenez vos responsabilités. Parce qu'on vous le dit, le temps de bonheur ne dure qu'un petit brin. Ça va durer 2 ans, ça ne va pas durer éternellement. Ça va durer 20 ans, ça va durer 30 ans, 50 ans, mais ça ne durera pas éternellement. Les autres peuples prendront toujours leur vengeance. Il faut le dire que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des esprits. Les humains ont toujours tendance dans la tête de faire leur vengeance et de faire leur vengeance. Et voilà pourquoi nous devons en parler. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous le dire en public d'une manière générale. Nous devons éviter cette catastrophe qui entraînera à l'extermination du peuple Mossi, parce qu'il y a l'ethnie Mossi qui est en train de commettre le mal irréparable pour le Congo. Et que l'ethnie Mossi prenne ses responsabilités, comme déjà leur chef, leur général, a pensé à ça. Nyangambwala est venu le dire sur les médias, l'avenir de Mossi. C'est au Mossi de chercher à trouver leur place pour avoir la réconciliation avec tous les peuples qui sont tout autour du Congo, tous les peuples qui sont autour du Congo. Si l'ethnie Mossi n'arrive pas à le faire, chers amis, on vous le dit, retenez ces vidéos. Dans l'avenir, certainement les gens reviendront revoir nos vidéos, ils diront, ces enfants avaient l'inspiration, nous sommes en train d'assister à la destruction complète de l'ethnie Mossi. Parce qu'il faut le dire que vous devez avoir, même si vous avez tout l'argent du Congo que vous avez volé, tout le matériel militaire, mais vous n'allez pas continuer à rester avec tout un peuple. Chers amis, je vais terminer par 2 petites vidéos de quelques secondes que je vais vous faire suivre. Pourquoi ces vidéos? C'est simplement pour montrer l'idiotie des hommes qui dirigent l'Afrique, pour montrer le niveau intellectuel très bas
c'est pour montrer le manque de réflexion. C'est-à-dire, ces hommes sont tellement rentrés dans l'étape du reptilien qu'ils sont devenus malades, fous. On va vous le montrer, chers amis. Rapidement, nous allons essayer de voir si nous aurons la possibilité de jouer ces deux vidéos. C'est des vidéos de quelques minutes. Des vidéos de quelques minutes. Vous allez donc voir le comportement de ces hommes d'État qui dirigent l'Afrique. Là, vous avez Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda. Vous allez voir ce tact qu'il est en train de poser devant des écrans. Yes, let me start with morning. Tembo, Chidati, the lady there, the white lady, so I don't know your name, and somebody. Suivez bien ça, chers say amis. something. You just line up on the microphone. Just have 5 fast and then. One question per person. Suivez bien ça, chers This amis. is where you come. Thank you, Your Excellency. Vous avez suivi ça, chers amis? Vous avez suivi ça? Okay. Yes, let me start. Regardez encore. Regardez, voilà. Yoweri Museveni s'adressait à la nation. Donc, à l'Ouganda, vous avez vu le comportement sauvage. Ces hommes-là se disent qu'ils sont des rois. On manque le respect à toute une population. On pouvait s'excuser, hein. Quand il se mouche, il crache à son mouchoir devant la nation. Un manque de respect. Bon, les gens peuvent interpréter comme ils veulent, mais nous pensons que quand on occupe la fonction présidentielle d'un homme respectueux, vous représentez un certain nombre de valeurs, de dignité. Vous ne pouvez pas vous mettre là à moucher sans même demander des excuses. Et là, il s'apprêtait à faire le discours à la nation. Ils se mettent à cracher sur son mouchoir, réutiliser ce même mouchoir. Alors, chers amis, on vous le dit, l'Afrique est partie trop bas. Parce que ces hommes-là se croient au-dessus de tous les autres. Ils sont des rois. Mais l'état de l'impolitesse. Rapidement, nous allons vous faire jouer une autre vidéo. Et puis nous allons mettre fin à ce direct. Là, vous allez avoir Alpha Condé, le président de la Guinée. Et nous allons tous découvrir ce qu'il est en train de dire ici. Rapidement, nous allons jouer la vidéo. L'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Hein? And the sucette, the lollipop. Donc, sucette bonbons. Ensuite, un chewing-gum, cube magique. Ensuite, cube magique. Mais c'est bien, cube magique de bonne qualité, parce que cube magique, comme moi en Guinée, très mauvais, ça donne mal au ventre. Bon, chers amis, un chef d'État qui parle à un entrepreneur, il dit les Guinéens ont besoin de l'usine des bonbons parce que les Guinéens mangent beaucoup de bonbons. L'usine des biscuits, l'usine des lollipops. Vous connaissez le lollipop? Bon, écoute, lollipop c'est un peu de sucette mais en forme un peu, comment on peut appeler ça, de mousse. L'usine de lollipop. Et vous avez entendu l'usine de cubes magie, hein, je vous dis, hein. Parce que nous en Guinée on mange les cubes magie de mauvaise qualité, mais nous voulons. Mais chers amis, nous allons encore rejouer ça. Peut-être pas bien suivi. Écoutez bien ça et analysez de vous-même. La prochaine étape, ici octobre, on fera l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Hein? And the sucette, the lollipop. Donc, sucette bonbons. Ensuite, un chewing-gum, cube magique. Ensuite, cube magique. Mais c'est bien, cube magique de bonne qualité, parce que cube magique, comme moi en Guinée, très mauvais. Bon, voilà. Ça donne mal au ventre. Bon, La prochaine étape, ici octobre. Bon, voilà, chers amis, donc ça c'est une partie qu'on voulait faire pour mettre fin à ce direct. Vous avez là entendu Alpha Condé qui demande à ses entrepreneurs de mettre en place en Guinée les unes des biscuits, les unes des bonbons, les unes des lollipops, donc des sucettes en forme de mousse, les unes de cubes magie, vous voyez. Mais tous ces produits qui venaient de citer, c'est des produits bourrés de sucre.
Donc vous voyez un chef d'État qui encourage la consommation du sucre à haut niveau et avec des produits toxiques certainement, parce que tous ses partenaires sont bien des Chinois qui seront là. Alors on n'a jamais vu ce genre de choses, et il faut le dire que ces usines-là vont générer combien d'emplois, des vrais emplois pour les Guinéens. Il faut le dire que toutes ces usines qui vont mettre, ce sont des usines qui mettront l'état de santé des Guinéens dans on peut dire une situation très compliquée. Alors, chers amis démocrates africains, vous ne pouvez pas faire confiance à ce genre de personnes, à ces reptiliens de la mauvaise espèce qui n'ont aucune vision d'avenir pour les populations africaines, ceux-là qui passent tout leur temps en courant derrière la Chine, parce qu'il faut le dire que la dette chinoise est en train de galoper. Heureusement que vous aviez le Congrès américain qui est en train de voter des lois, qui disent carrément que les Américains sont clairs là-dessus, aux États africains qui sont en train de s'endetter en allant prendre les prêts en Chine, qui ne comptent pas sur le contribuable américain qui a investi son argent sur le Fonds monétaire international. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit pour le cas de Sassou, il est très mal barré. Sassou n'aura pas l'argent du Fonds monétaire international, malgré toute la mafia qu'il a mis en place, la mafia internationale, des gens qui sont en train de corrompre pour pouvoir que les gens puissent travailler pour qu'ils puissent avoir le prêt. Ils ont fraudé, ils ont volé l'argent du Congo, il faut qu'ils puissent repatrier l'argent du Congo. Les 14 000 milliards, vous avez compris que tout l'argent a été investi en Chine. Alors, chers amis, on vous le dit, le Congrès américain est très clair là-dessus, que ces pays africains qui sont allés s'endetter auprès de la Chine, qu'ils ne pensent pas que les contribuables américains qui ont leur argent au niveau du Fonds monétaire international seront là pour leur donner des prêts. Alors, on le dit d'une manière claire, peuple congolais, les Américains sont très durs là-dessus. L'executive order signé par le président Trump est très clair là-dessus. Alors c'est à vous, Africains, de chasser Sassou. En tout cas, peuple congolais, on vous le dit, Sassou qui passe tout son temps à planifier l'exécution de ses opposants, et nous aussi nous appelons au peuple congolais de planifier pour exécuter cet homme, parce qu'il n'a pas sa place sur cette terre, il n'a pas sa place au Congo-Brazzaville. Nous voulons un Congo où les gens sont capables de venir avec des idées contradictoires, les gens sont capables de venir critiquer, les gens sont capables d'apporter des arguments sur la table, et non un Congo où nous avons des gens qui sont là pour planifier, assassiner les uns aux autres. Sassou n'a pas le monopole sur la vie de tout un chacun de nous, parce que tous nous ne sommes nus. La terre appartient à tout le monde, nous sommes des passagers et nous ne sommes pas là à faire du mal aux autres êtres humains. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci et libérons le Congo. Au revoir. Merci à tous qui ont suivi la vidéo et prière de la partager.